Coucou, c'est Elina dans le podcast du bonheur. Alors je t'annonce directement que mon chien ronfle à côté de moi. Je pense que tu vas l'entendre pendant tout ce podcast. Désolée, c'est jamais parfait. Mais c'est pas grave, c'est ça qui fait la beauté du truc. On n'a pas besoin d'être tout le temps parfait. Alors, je suis actuellement en pleine lecture d'un livre de Lise Bourbeau. Alors Lise Bourbeau, je pense que c'est ma nouvelle déesse, c'est bon. Déjà, avec son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », je trouve que j'ai découvert énormément de choses sur la vie. Et là, avec son nouveau livre, j'en découvre encore plus. Ça me fait poser 1 milliard de questions, ça me triture le cerveau, mais c'est génial. Alors, ce nouveau livre, je l'ai pas sous la main, là, il est dans ma chambre, je suis pas dans ma chambre. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça doit être genre La puissance de l'acceptation, un truc comme ça. C'est un livre que j'ai gagné sur Twitter. J'en avais même pas entendu parler. Il y a eu juste un petit concours avec le compte Vivez Mieux, si vous voulez le suivre. Ils offrent souvent des trucs d'ailleurs. Enfin, si tu veux le suivre. D'où me sort ce vouvoiement soudain, je ne sais pas. Je suis fatiguée. Donc si tu veux suivre le compte, c'est Vivez Mieux. Et ouais, ils offrent souvent des choses. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, ils ont relancé un concours pour regagner ce livre. Donc moi, sachant que je l'ai gagné en janvier. Et donc là, ils l'ont relancé en mai. Donc, on peut se dire que dans 5 mois, il y aura un nouveau concours. Donc n'hésite pas à suivre ce super compte. Parce qu'en plus de nous offrir les cadeaux, il nous fait découvrir des bons petits bouquins comme ça de poche qui ne coûtent rien. Donc au pire, t'as même pas besoin d'attendre à avoir à gagner. Ouh là là, j'ai du mal à parler. T'as même pas besoin d'attendre à gagner pour avoir des bouquins qui sont tentants, quoi. Bon, moi j'ai plein de bouquins en attente, donc j'évite d'en acheter pour le moment. Je me suis interdit d'en acheter tant que j'avais pas terminé ma liste en cours. Donc ça va prendre un petit moment. Mais je crois que les prochains livres que je vais m'acheter, ça va être des livres de Lise Bourbeau. Parce que elle sait de quoi elle parle, cette nana. Et elle arrive vraiment à me faire réfléchir. Et même s'il y a des concepts qui sont vraiment compliqués, qui sont difficiles surtout à accepter pour moi, ils font leur petit chemin dans ma tête. Alors je vais t'expliquer quels sont ces petits concepts qui sont difficiles pour moi en fait. Quel est ce concept? Lise Bourbeau part du principe que donc on a une âme, donc voilà. Est-ce que t'en doutes de ça? Est-ce que tu doutes d'avoir une âme ou pas? Moi j'en doute fortement. Je pense que... je sais pas ce que c'est qu'une âme, mais pour moi c'est un truc très religieux, quoi. Et dans ma famille on m'a appris à pas du tout croire en Dieu et à croire en rien et à croire qu'en ce qu'on voit. Donc tu vois, c'est un peu compliqué pour moi de croire déjà rien qu'au concept de l'âme. Et donc selon Lise Bourbeau, notre âme a vécu une première blessure, la première fois qu'elle s'est incarnée. Et cette blessure-là, ces blessures, elle a vécu des blessures. Et ces blessures-là, elle va essayer de les guérir en se réincarnant dans différents corps tout au long du temps. Donc, l'âme a vécu dans un premier corps physique, elle a vécu des blessures. À la fin de la vie de ce premier corps, elle retourne dans le monde des âmes avec ses guides et ses amis âmes. Tu vois, rien que de le dire, je trouve que c'est complètement perché. Donc elle va réfléchir à dans quel corps elle pourrait se réincarner pour pouvoir travailler sur ses blessures, pour pouvoir apprendre quelque chose et guérir ses blessures petit à petit. Et ce qu'il y a, c'est qu'une vie d'humain ne suffit pas à guérir ses soucis. Donc elle va se réincarner autant de fois qu'il faudra pour guérir ses blessures. Ça paraît complètement perché, non? Elle l'explique d'une manière un petit peu moins perchée, peut-être, je sais pas. Non, elle l'explique de la même manière aussi perchée. Mais elle a toujours, une façon de le dire qui te fait rigoler, certes, et qui te fait te dire, pourquoi pas, pourquoi pas. Par exemple, elle dit que si on regarde... Désolée, je suis malade, du coup, ma voix s'enroue, elle fait des trucs bizarres, mais c'est pas grave. Donc, par exemple, Lise Bourbeau dit que en observant l'histoire et le passé, etc., on voit clairement que
les gens ont de moins en moins de mal avec les blessures, donc ils arrivent de plus en plus à gérer leurs émotions, à faire avec, et donc leurs blessures sont de moins en moins présentes. Donc ça présage quelque chose de bon pour les générations futures, c'est que plus ça va aller, plus on va être dans la guérison de nos blessures et ça ira de mieux en mieux. C'est fantastique. En fait, ça donne trop envie, son truc. De te dire que une fois que tu meurs, tu te réincarnes en autre chose, en quelqu'un d'autre, pour continuer à travailler sur ton plus gros souci de la vie. Je trouve que ça donne envie, oui. Moi qui ai peur de mourir parce que j'ai peur de ne pas pouvoir apprendre assez, je pourrais me dire, si je croyais très fortement en ce que Lise Bourbeau dit là, que au moins je sais que le jour où je mourrai, mon âme ne mourra pas vraiment et mon âme continuera d'apprendre et elle va continuer éternellement jusqu'à ce qu'elle ait tout appris. Donc je sais pas ce qui se passe une fois que tu as guéri complètement tes blessures, mais bon, on n'en est pas encore là parce qu'apparemment nos âmes sont encore trop jeunes pour guérir tout d'un coup. Selon Lise Bourbeau, on ne peut pas guérir complètement une blessure en une vie, c'est impossible. Donc même en connaissant ces principes, on commence à s'améliorer et à aller de mieux en mieux. Et c'est ce qui va faire que les générations vont être de mieux en mieux, les futures générations. Mais il y aura quand même toujours des petits trucs à régler au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce que je pense aussi du développement personnel, par exemple, ou de la psychologie. T'as beau faire un travail monstre sur toi, il y aura toujours un petit truc à régler, il y aura toujours quelque chose. Ça, c'est ce que je pense aussi. Donc en fait, elle reprend des principes auxquels je crois déjà, sauf qu'elle y ajoute son histoire d'âme, qui est complètement perchée, selon moi, mais qui tient pas mal la route. Je crois que c'est l'un des trucs spirituels les moins fous à mes yeux, au final. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, croire à ça, ça aide à accepter la mort. Donc ça, elle l'explique aussi dans son livre Le pouvoir de l'acceptation, si c'est bien ça le titre. Elle parle de la mort. À un moment, il y a un chapitre où elle parle de la mort, elle parle d'un adolescent qui s'est suicidé, par exemple. Et donc, elle explique que on n'a pas à juger une personne qui aurait choisi de quitter ce monde maintenant, même si ça paraît tôt pour nous, si ça paraît trop tôt, même si c'est une gamine de 5 ans qui meurt dans des circonstances atroces, par exemple. En fait, c'est son âme qui avait choisi d'incarner ce corps, sachant très bien comment elle allait mourir, ou sachant très bien qu'elle pouvait y mettre fin à tout moment, en fait. C'est elle qui a créé son accident, c'est elle qui a créé sa mort au moment où elle avait décidé qu'elle avait assez appris dans ce corps. Ou alors au moment où elle avait décidé qu'en fait c'était trop dur dans ce corps et qu'elle voulait se réincarner dans un autre corps pour apprendre d'une meilleure façon. Quand on voit les choses comme ça, en fait, c'est beaucoup moins dur d'accepter la mort de quelqu'un parce qu'on se dit que c'est leur âme qui a choisi ça et qu'elle va se réincarner de toute façon. Donc voilà, on sait que c'est pour leur bien, c'est pour le bien de cette âme-là. Mais bon, faut croire dans le concept, faut croire au concept des âmes. Et il faut croire à cette théorie. Alors peut-être que dans 3 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, tu me reparleras et tu verras que je crois dur comme fer à cette théorie. Ou alors peut-être que dans 3 ans, 6 ans, 10 ans, tu me parleras et tu verras que je suis toujours aussi sceptique quant à cette théorie. J'en sais rien. Moi j'aimerais bien y croire dur comme fer, ce serait beaucoup plus facile. De toute façon, c'est un truc que j'ai toujours dit concernant les religions. Pour moi, la religion, quand j'étais jeune, donc croire en Dieu, c'était un truc pour les faibles. J'ai appelé ça comme ça. Si tu crois en Dieu, c'est que t'es faible. C'est qu'en fait, t'as peur de mourir. Du coup, tu crois en Dieu pour te donner une explication à la vie, à la mort et tout ça. Et t'es pas capable d'accepter tout seul que, oui, un jour tu vas mourir et que tu vas aller à la terre ou que tu vas te faire incinérer et que, voilà, ce sera fini, quoi. Alors pour moi, c'était ça, la religion. C'était pour les faibles. Mais au final, il n'y a pas de mal à être faible dans ce sens-là, j'étais très critique quand j'étais jeune. J'étais dure avec les gens. Très très dure. Aujourd'hui, je me dis que c'est une chance de croire en Dieu ou de croire en le concept de l'âme, de croire en ces choses-là. C'est une chance parce que ça te permet de vivre une vie plus sereine maintenant. Et au final, quel est le plus important ? D'avoir raison sur un concept dont personne n'a aucune certitude, sur lequel personne n'a aucune certitude, ou de se sentir bien au quotidien dans sa vie.
Quel est le plus important? Avoir raison ou se sentir bien? Je trouve que le plus important, c'est de se sentir bien. Même si on m'a appris que le plus important était d'avoir raison. D'ailleurs, ça, c'est sûrement un problème qui vient de l'une de mes blessures, donc que j'aurai à gérer tout au long de ma vie et tout au long des vies de mes âmes, peut-être, par la suite, je sais pas, mais au moins pour cette vie-là. Je sais que avoir raison, c'est pas une finalité. Ça peut rendre malheureux d'avoir raison, de vouloir avoir raison à tout prix, même si on a vraiment raison, même si les autres ont tort. Ça fait quoi de baisser la garde 2 minutes et de dire ouais, ok, bon peut-être que j'ai pas raison, et puis au pire on s'en fiche, en fait c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est que chacun croit en ce qu'il veut, et chacun fait ce qu'il veut, tant que ça le rend pas malheureux, tant que ça le rend heureux justement, et tant que ça n'impacte pas les autres surtout. Là, si je croyais en le concept de l'âme qui se réincarne, ça affecterait absolument personne, sauf moi-même. Donc, pas de mal, quoi. Ça ferait absolument pas de mal, et ce serait bien. Après, il y a là où ça devient dangereux de croire à ces choses spirituelles comme ça, c'est quand tu y crois trop, et que tu ne crois qu'à ça, et que tu penses que les autres n'ont pas raison... Enfin, c'est quand tu cherches à avoir raison, en fait. En gros, c'est quand t'as le mélange de l'ancienne Elina et le mélange de la personne qui croit en quelque chose. Donc ça donne une personne qui croit fermement en quelque chose et qui pense que tous les autres, ils ont tort. Et que du coup, elle fait tout pour que tout le monde vienne croire en cette chose à laquelle elle croit. Non. Il faut laisser l'opportunité aux autres de choisir. Ils font comme ils veulent. Si ça les rend malheureux, tant pis pour eux, non. Du moment que toi... t'es bien dans ta peau, c'est le plus important. Bon, là j'ai un peu dévié sur le concept de la religion, mais quoi qu'il en soit, ce livre, Le pouvoir de l'acceptation, il ne parle pas que de trucs complètement perchés. Là on dirait que c'est ça, mais non, il parle pas que de ça. Il t'explique avec des exemples bien concrets et des exercices à faire. Enfin, c'est pas des exercices, c'est elle donne dans le livre des exercices à ses patients. Et du coup, après c'est à toi d'en tirer des conclusions sur ce que tu vas pouvoir faire ou mettre en place pour améliorer ta vie. Mais en tout cas, elle donne des trucs très concrets qui n'ont rien à voir avec le fait de croire en l'âme ou pas. Et ça aide énormément à accepter les choses. Je suis désolée, je ne sais pas si tu l'entends ou pas, mais il y a un train qui passe toutes les 3 minutes à côté de chez moi. Et il faut que je m'arrête de parler pendant 45 secondes toutes les 3 minutes. Ce qui va être très chiant au montage. Il va falloir que je coupe 45 secondes de blanc, de bruit de train. Et des fois, je loupe les moments où le train commence à arriver, donc je suis en train de parler, je suis désolée, ça arrive, ça fait des boum boum boum, enfin je sais pas, là je me suis mise d'une manière différente, donc je sais pas ce que t'entends ou pas, je verrai au montage. Surprise. Quoi qu'il en soit, comme tu le sais, je tourne mes podcasts au pif, ça sort comme ça sort, donc je ne retourne pas mes podcasts après si je m'aperçois que le son était ignoble. Donc désolée par avance. Donc je vais te parler du bouquin Le pouvoir de l'acceptation de Lise Bourbeau. Et il y a quelque chose qui m'a énormément marquée au tout début du livre, en fait, ça doit être dans les premiers chapitres. Elle parle de l'égoïsme et elle donne une définition à l'égoïsme qui a bouleversé ma vie, en fait. Je suis très lente à lire un livre, donc ça fait plus d'1 mois que j'ai commencé ce livre qui est pourtant microscopique. Mais bon, je lis pas beaucoup, pas souvent, donc je lis un chapitre à la fois, donc... Là, il y a 12 chapitres, j'en suis arrivée... Non, il y a un peu plus de 12 chapitres, mais j'en suis arrivée au 12e hier. Je crois qu'il en reste un. Enfin bref. Donc tu peux te dire que je l'ai lu en 12 fois, sachant que je lis... des fois, je lis tous les soirs, et des fois, je fais rien pendant 1 semaine ou 2. Donc, enfin voilà, tu vois facilement à quelle vitesse je vais. Donc, je te disais, au tout début de ce bouquin, ouais, je crois que c'est dans le tout premier chapitre, elle donne une définition de l'égoïsme qui a bouleversé ma vie, donc ça fait plus d'1 mois que j'ai une nouvelle définition de l'égoïsme en tête et que je trouve ça ouf. C'est un truc, c'est tellement con, pourquoi on n'y avait pas pensé avant, pourquoi personne nous a appris ce que c'était que l'égoïsme, c'est tellement bête, purée. Donc, qu'est-ce que c'est que l'égoïsme ? Eh bien, sache que si tu as déjà traité quelqu'un d'égoïste, en fait, c'est toi l'égoïste. Il y a de fortes chances pour que ce soit toi. Et oui, parce que, qu'est-ce que c'est être égoïste ? Eh bien, être égoïste, c'est attendre de la part de quelqu'un qu'il fasse quelque chose pour nous, qu'il réponde à l'un de nos besoins, alors qu'on ne lui a pas clairement, explicitement expliqué, dit quel était notre besoin, et que lui n'a pas
donner son consentement pour répondre à notre besoin. Donc, on récapitule. Je vais te prendre un exemple, je ne sais absolument pas quoi, je vais l'inventer là tout de suite. Ce soir, tu as faim. Donc, tu as faim et donc tu vis en couple, vous vivez que tous les deux. Et ce soir, tu as faim, tu as envie de manger. Donc, ton besoin, c'est remplir ton ventre et manger. Et tu attends que l'autre fasse à manger parce que tu estimes que c'est son tour de faire à manger. Voilà, donc tu te dis, il va bien faire à manger au bout d'un moment. 1 heure après, il a toujours pas commencé à faire à manger. Et toi, tu le traites d'égoïste, parce que bon, il a pas pensé à te préparer à manger, alors que c'est tout le temps toi qui fais à manger d'habitude, donc là, il aurait pu le faire quand même. Donc voilà, tu le traites d'égoïste, de ne pas avoir pensé à faire à manger. De ne pas avoir fait à manger. Voilà, c'est égoïste. Eh bien, en vrai, c'est toi qui es égoïste dans cette situation. Tu es égoïste parce que tu attendais d'une autre personne qu'elle réponde à ton besoin de manger, sans lui avoir clairement dit que tu avais envie de manger et sans qu'elle t'ait donné son accord pour faire à manger elle. Il n'était pas du tout prévu dans le contrat qu'elle fasse à manger ce soir. Elle savait même pas que tu avais faim. Et en plus, c'est pas à elle de combler l'un de tes besoins. C'est pas à elle du tout de le faire. Donc, voilà, ces 3 raisons font que c'est toi l'égoïste dans l'histoire. Et t'es encore plus égoïste parce que tu traites l'autre d'égoïste, quoi. Donc, mais ça m'a ouvert les yeux. Vraiment, mais... Alors je sais pas si j'explique aussi bien que Lise Bourbeau, mais ça a changé ma vie, vraiment. C'est pas l'autre qui est égoïste juste parce qu'il répond pas à l'un de tes besoins, non. C'est toi qui est égoïste de tout miser sur l'autre. C'est toi qui est égoïste de vouloir que l'autre laisse tout tomber et change ses priorités et change sa vie, sans que tu lui aies rien demandé en plus. Voilà. Et dans le cas où tu lui aurais demandé, si la personne ne t'a pas explicitement dit « oui, je vais le faire », bah, t'as beau lui avoir demandé, bah, ce sera toujours toi l'égoïste, oui, parce que en fin de compte, elle a pas accepté la personne, parce que bah, c'était pas dans ses cordes, parce qu'elle avait d'autres besoins à elle à faire passer en premier. Voilà. L'égoïsme, c'est pas de faire passer ses besoins avant ceux des autres, c'est de demander à ce que les autres fassent passer tes besoins en premier. C'est ça l'égoïsme. C'est subtil, en fait. Tu me diras, la personne qui a pas fait à manger ce soir, elle a fait passer ses besoins à elle en premier, enfin elle a demandé à ce que tu passes tes besoins en dernier, en gros. Elle a dit, bah écoute, moi j'ai pas faim, j'en ai rien à foutre, donc je suis... Enfin voilà, tu peux te dire, voilà, c'est comme ça. Elle est égoïste parce que elle a décidé de mettre ses besoins en premier. Mais sauf que c'est... Elle t'a pas demandé à toi de faire passer ses besoins en premier. Elle t'a juste dit, moi, je fais passer mes besoins en premier. Toi, si tu veux faire passer tes besoins en premier, bah, tu te fais à manger. Voilà, c'est tout. Alors là, je suis en train de donner des billes aux mecs pour ne plus faire les tâches ménagères. Mais malheureusement, en fait, c'est exactement ce qui se passe dans leur tête. C'est tout con. Nous, les femmes, on adore traiter les hommes de lâches et d'égoïstes. Mais en fin de compte, bah, c'est nous qui sommes lâches un peu et égoïstes. Quand l'homme ne fait pas le ménage pendant des mois et des mois, ouais, tu le traites d'égoïste parce que du coup c'est toujours toi qui dois faire le ménage. Mais au final, qui a besoin que l'autre fasse le ménage? Est-ce que c'est l'homme qui te dit j'ai besoin que tu fasses le ménage donc fais-le, femme? Ou est-ce que c'est toi qui te dis la maison elle est crade, je ne supporte pas donc il faut que quelqu'un fasse le ménage? Et vu que lui il veut pas le faire, vu que c'est un égoïste, et je le fais quoi. Mais bon, c'est vraiment un égoïste de pas vouloir faire le ménage, hein. Bah, en quoi c'est un égoïste alors que lui il a même pas remarqué que la maison était sale du tout? Et c'est pour ça que la charge mentale est un gros problème. C'est que l'homme, lui, il a pas de... Ah, là, je caricature. Hein. Des fois, c'est l'inverse. Hein. Mais bon, bref. Dans mon exemple, l'homme n'a pas de charge mentale aussi puissante parce que lui, il s'inquiète moins de ces choses-là. C'est moins important pour lui. C'est... Voilà. Par contre, s'il ose râler au bout d'un certain temps parce que les choses n'ont pas été faites et que lui, ça commence tout seulement, tout un tout petit peu à le déranger et qu'il commence à râler, là, ah oui, là, ce sera lui l'égoïste, parce qu'il ose râler que tu n'aies pas fait quelque chose qui commence à le déranger. Donc, c'est un peu ce qui se passait dans la situation inverse. Hein. En fait, c'est celui qui reproche à l'autre quelque chose qui est égoïste. C'est pas l'inverse. Tout simplement. J'espère que ça t'aura un petit peu ouvert les yeux sur l'égoïsme et que ça te permettra d'accepter un petit peu plus de situations. Alors, tu vas peut-être me demander maintenant, ouais, c'est bien de savoir tout ça, mais comment on fait concrètement ?
bah il va falloir revoir tes besoins et tes attentes à la baisse, ma fille. Et oui, c'était mon dernier petit conseil dans ce podcast. Si tu te sens submergé par le nombre de choses à faire et que tu te sens pas aidé par ton partenaire, parce que lui, il s'en fiche, parce que lui, il a pas du tout les mêmes attentes que toi, et bah toi, il va falloir revoir tes attentes à la baisse. Et surtout, il va falloir en parler à l'autre et mettre en place des choses précises, des choses que l'autre va accepter en face. Si l'autre n'accepte pas, tu peux pas le forcer. Non, c'est pas possible. Si tu lui dis à partir de maintenant tu aspires tous les jours et qu'il accepte pas, bah non, tu fais pas ça. Par contre, tu peux peut-être mettre en place un truc avec lui. Genre toi, enfin, chacun votre tour, vous aspirez, donc à tour de rôle. Et toi, mon chéri, tu aspires une fois par mois. Donc ce qui fait que moi, j'aspirerai une fois par mois aussi. Waouh, une maison qui est pas aspirée pendant un mois, ça fait mal souvent, hein. Mais c'est peut-être comme ça qu'il faut commencer. Tu revois tes attentes à la baisse. Bon, une fois par mois, ça fait vraiment... Mais bon, tu revois tes attentes à la baisse. Tu te stresses moins parce que c'est défini. Il y a un cadre qui est défini. Et lui, au moins, il sait ce qu'il a fait de mal, si jamais il le fait mal. Et surtout, il s'est investi. Il t'a promis qu'il allait le faire, etc. Bon, c'est pas à toi de décider unilatéralement de comment ça va se passer. Il faut juste que vous trouviez un bon terrain d'entente. Si lui, selon lui, tu fais pas le ménage pendant 3 mois et tout va bien, et selon toi, il faut le faire tous les jours, bah le juste milieu, voilà, ça va être de le faire une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Voilà, c'est comme ça. Donc au final, c'est pas à celui qui est le moins dérangé de faire le plus d'efforts pour l'autre. C'est pas possible, ça peut pas fonctionner comme ça. Il faut trouver un terrain d'entente. Il n'y a que comme ça que ni l'un ni l'autre ne sera égoïste. Bon courage, parce que c'est quand même compliqué à mettre en place, mais ça ne passe que par la communication, que par le fait de mettre en place un plan prédéfini et de le respecter. Et d'en reparler souvent, de le remodifier s'il y a besoin, parce que des fois on se rend compte qu'en fait il y a un truc qui va pas, ou même d'accorder les tâches selon la personne qui va les faire. Ou c'est-à-dire que si toi tu préfères laver le sol et lui il préfère aspirer, et bah à chaque fois que vous faites le ménage, lui il aspire, toi tu laves le sol, et voilà, vous avez vos tâches prédéfinies. Ce sera peut-être moins dur de faire comme ça, plutôt que chacun fait tout, mais on alterne, c'est un coup toi, un coup moi. Peut-être plus facile de le faire ensemble avec chacun sa tâche définie à chaque fois. Enfin bref, je te laisse là-dessus. Je te souhaite bon courage si tu as une situation de ce genre à régler. Et je te souhaite beaucoup de patience, c'est surtout ça. Mais maintenant que tu as compris que ce n'est pas l'autre l'égoïste, mais toi l'égoïste de vouloir une chose de l'autre qu'il ne peut pas t'apporter, peut-être que tu vas voir les choses différemment. J'espère pour toi, en tout cas, moi ça m'a ouvert les yeux, vraiment énormément. Je suis encore en train de me poser beaucoup de questions sur le principe de l'égoïsme avec les enfants, parce que quand t'as des enfants c'est assez compliqué. Un bébé tu peux pas le traiter d'égoïste. Ah bah attends, c'est lui qui attendait à ce que je le nourrisse, mais bon, moi j'avais pas que ça à faire. Ouais, sauf que c'est un bébé, donc tu peux pas dire que c'est le bébé qui est égoïste là. Enfin oui, il l'est, mais il y a un moment où le concept ne s'applique pas quand il y a des enfants en bas âge. Donc je suis encore en pleine réflexion pour savoir comment faire, comment accepter certaines situations. Je t'en dirai peut-être un peu plus quand j'aurai trouvé la réponse, j'espère. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et je te souhaite d'accepter le maximum de choses dans ta vie pour être en paix avec toi-même. Ce petit bouquin, il est tout minuscule et il coûte rien. Le bouquin de Lise Bourbeau, donc n'hésite pas à l'acheter si tu le veux ou à en lire un résumé quelque part, je sais pas, mais enfin non. Je pense que le mieux c'est de le lire en entier. Va le louer à la bibliothèque, peu importe. En tout cas, il est vraiment top. Il t'apporte vraiment des exemples concrets pour accepter bien des situations dans ta vie courante qui, en général, te font souffrir. Et ben là, ça va te permettre de plus souffrir, justement. Donc voilà. Je te souhaite une bonne journée, à très bientôt. Gros bisous.